Bonjour, alors nous allons ensemble voir maintenant le test de la partie approfondie en fait sur le Mikri, le Din et le Tam et le Rav. D'accord. Donc en premier lieu, je vais vous demander, on a parlé dans le cours d'enseignement de référence. D'accord. En l'occurrence, il y a plusieurs types d'enseignement de référence. Il y a la Mishnah, il y a la Beraïta, la Tosefta et la Memra. La Memra étant des enseignements des Amoraïm, Mishnah, Baraita, Tosefta étant des enseignements des Tanaïm. Je vais vous poser la question suivante. Pourquoi ces enseignements sont-ils dits des enseignements de référence? Et pose. La réponse, c'est parce que la Gemara va se référer à ces textes-là pour les commenter. C'est-à-dire, ils vont devenir l'objet, ils vont devenir la référence d'un commentaire. Donc, la Mishnah est un enseignement de référence, puisque on va se référer à cette Mishnah, c'est-à-dire c'est par rapport à cette Mishnah que va se construire le commentaire de la Gemara. Pareil pour Braïta, Tosefta et Memra. Memra étant l'enseignement d'un Amora. Très bien. Alors, deuxième question qu'on pourrait se poser, combien y a-t-il d'éléments fondamentaux pour constituer un enseignement de référence et aussi, en fait, une Mishnah? Puisque, en l'occurrence, nous allons commencer par étudier une Mishnah. Mettez pause. La réponse, c'est 4. Il y a minimum 4 éléments qui vont constituer un enseignement de référence, sachant qu'un de ces éléments-là n'est pas toujours cité, mais il n'en constitue pas moins un élément vraiment essentiel pour que l'enseignement soit complet. C'est pour ça que souvent cet élément, il s'agit en fait de la raison du din, le ta'am. Cet élément, lorsqu'il ne sera pas inclus dans l'enseignement de référence, sera rapporté soit par la Gemara, ça sera le travail de la Gemara, soit par un commentateur comme Rashi ou d'autres commentateurs. Alors, donc il y a 4 enseignements, il y a 4 éléments constitutifs donc de base pour constituer un enseignement de référence. Je vais vous demander de les nommer. Quels sont-ils? Mettez pause. Alors, ces 4 éléments sont le Mikré, le Din, le Rav et le Ta'am. On peut le dire d'ailleurs dans n'importe quel ordre, ça n'a pas tellement d'importance puisque des fois ça va commencer par le Din, des fois par le Mikré, des fois par le Rav. Ça commencera rarement par le Ta'am. Très bien. Donc ils sont 4, le Mikré, le Din, le Rav, le Ta'am. Très bien. Maintenant, comment est-ce que vous définissez le Mikré? Mettez pause. Alors, le Mikré se définit en fait par l'ensemble des éléments qui vont décrire l'histoire, en fait, dans laquelle nous allons poser une question de comportement ou de statut, et dans laquelle le Rav va décider d'un comportement ou d'un statut. D'accord? Donc le Mikré, c'est le cas, ou on pourrait aussi appeler Matzav, la situation. De quel cas on parle? De quoi il s'agit en fait? Quelle est l'histoire et le sujet halachique dont il s'agit ici et pour lequel on consulte en fait une autorité rabbinique, en l'occurrence ici la Mishnah, qui va nous donner sa décision. Ça c'est le Mikré. Maintenant, comment vous allez définir le Din? Mettez pause. Alors, le Din en fait va constituer la décision, soit du point de vue du comportement, de la conduite à tenir, soit du point de vue du statut à appliquer à la personne, la chose, à l'élément, dans, en fait, la problématique qui était inclue dans le cas. D'accord? C'est par exemple l'histoire d'un mélange entre un morceau de viande tombé dans un verre de lait, et de savoir quel est son statut. Est-ce que c'est moutard de le consommer parce qu'il n'y a pas eu de macération, par exemple? Ou est-ce que non, c'est assourd d'en consommer, d'en profiter, ou de le vendre, parce que ça constitue ce qu'on appelle un din de bassar bechalav, d'accord, un mélange lait-viande.
Donc, la décision, le din, ça va être en fait le statut qu'on va appliquer à une personne, une chose, un élément, une matière, ou la conduite à tenir, le comportement qu'on va dicter ou qu'on va imposer à une personne. Par exemple, il est quitte de la mitzvah, ou il est obligé d'accomplir une autre mitzvah, il est obligé de se rendre quitte en accomplissant un certain acte. C'est autorisé pour lui ou c'est interdit pour lui. Tout ça, ça relève de décision, donc de la part du Tana de la Mishnah. Et en fait, la décision, la règle, s'appelle le din. Très bien. Comment vous allez définir maintenant le ta'am? Mettez pause. Alors, le ta'am se traduit par la raison. La raison. Et en fait, ça introduit la notion de causalité. En tant que raison ou cause, le ta'am va forcément provoquer une conséquence. Il va être aussi la condition d'une conséquence. C'est pour ça que quand on fixe une condition, ça ressemble aussi un petit peu au ta'am du din, bien que ce ne soit pas précisément le ta'am du din, la condition. Mais ça y ressemble. Et donc, la raison, le ta'am, va constituer en fait l'ensemble des éléments sur lesquels s'appuie le Rav pour en fait décider du comportement, de la conduite à tenir ou du statut à appliquer dans le cadre donc du cas halachique de base qu'on a cité au début. Ça c'est le ta'am, la raison. D'accord? Et puis après, dernière question, comment est-ce que vous allez définir en fait le Rav? Parce qu'on a dit il y a Mikre, Din, Rav, Ta'am. Donc là on a fait Mikre, Din, Ta'am, maintenant le Rav. Alors le Rav en fait, c'est lui qui va... c'est pas lui qui va introduire le Mikre, souvent. C'est plutôt lui qui va introduire en fait le Din. Ou le Ta'am. D'accord? On le reconnaît au fait que c'est lui qui va citer en fait la décision qui a été prise dans la Mishnah, souvent. Maintenant, je pose la question, est-ce que le Rav est toujours identifié? Est-ce qu'il a toujours un nom? Ou non, des fois, il n'a pas de nom. Mettez pause. Alors, en fait, le Rav, des fois, peut être anonyme. C'est un Tana anonyme. Et qui est-ce qui se cache en général, pas toujours, mais la plupart du temps derrière un Tana anonyme? En général, c'est le premier Tana, c'est le Tana Kama. Premier Tana, Kama, ça veut dire premier. Le Tana Kama anonyme, qui est-ce qui se cache derrière, en général, derrière Tana Kama anonyme? Eh bien, c'est une foule, c'est la majorité du Beth Midrash. Et comme c'est une majorité de personnes, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom propre, de nom personnalisé. Alors qu'au contraire, les Tanaïm qui disent une décision en leur nom, Rabbi Yehuda par exemple, ou Rabbi Meir dans notre Mishnah, on les appelle des Yechidim. Parce que Yachid, ça veut dire personnel, ça veut dire un, en fait. Yachid, donc ils parlent en leur nom, donc ils ont un nom. Voilà pour ce test d'approfondissement. Je pense que vous êtes prêts pour le QCM.